Merci Maurice. Alors merci à toutes et à tous de votre présence. On a l'habitude d'avoir des conférences midi un peu plus intimes avec une dizaine de personnes. Ça fait un peu plus nombreux. Alors j'ai préparé une présentation d'environ 45 minutes. Je vous réserve une surprise pour la fin aussi. La plupart de mes propos, vous pourrez les obtenir de façon écrite par la suite. Je vais d'abord me présenter parce que vous allez me dire, mais pourquoi parle-t-il de MOOC qui n'en fait pas au Québec? Il y a juste HEC qui en fait. Alors je vais vous montrer que d'une certaine façon, je MOOC depuis presque 25 ans quand même. Pourquoi faire une conférence sur les MOOC? Je vais vous expliquer pour ça aussi après. Mon but, c'est de provoquer un petit peu, alors je ne vais pas y aller gentiment nécessairement. Qu'est-ce qu'un MOOC? Est-ce que ce sont des cours vraiment gratuits et vraiment ouverts? Vous allez voir, ils ne sont pas toujours ouverts et encore moins gratuits toujours. Qui sont les principaux acteurs? Comment ça se passe dans un MOOC? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe quand on rentre dedans, quand on s'inscrit à un cours, quand on fait les quiz, etc.? Qu'est-ce qu'on obtient? Donc, je vais rentrer à l'intérieur de divers MOOC avec quelques captures d'écran. Par contre, ça, je ne pourrais pas vous le donner après parce que même si plusieurs MOOC se disent ouverts, ils te mettent une petite note que tu n'as pas le droit de partager, quiz, questions, etc. Donc, je vous les montre rapidement, mais après ça, je l'enlèverai de ma présentation. Ensuite de ça, comment enseigner à des milliers d'étudiants, quelques clins d'œil au niveau pédagogique, les différents types de MOOC. Et je vais vous présenter une brève synthèse des recherches. J'ai écouté avec mon équipe, que je remercie d'ailleurs, sans quoi ça n'aurait pas été possible. On a fait une synthèse de la littérature autour des MOOC, ce qui me permet de clôturer avec 12 principales fonctions des MOOC et une brève conclusion. Alors, sans plus tarder, pour vous dire pourquoi finalement je parle de MOOC, j'enseigne à l'université depuis longtemps. Avant ça, j'ai enseigné à plusieurs niveaux. J'ai utilisé les technologies depuis très, très longtemps. J'ai été un témoin, je vous dirais, privilégié des avantages, des défis. Mon premier ordinateur, j'ai mon deuxième dans mon bureau 5e étage, à quelques pas d'ici, si vous voulez le voir. Le premier chez moi dans mon salon. J'enseigne depuis très, très longtemps. Et puis, les technologies, les innovations comme les MOOC, j'en ai connu certaines, hein, peut-être pas comme le MOOC, mais différentes aussi. À l'époque, j'enseignais avec mon ordinateur ce qu'on appelait à l'Université McGill, où j'étais professeur avant, un LCD panel, une grande valise qu'on mettait sur un rétroprojecteur. Et à l'époque, malheureusement, certains ne me croient pas des fois, mais il n'y avait pas de laptop. Il fallait apporter son ordinateur fixe à tour. 90, j'ai convaincu mon doyen à l'université à l'époque d'acheter un projecteur électronique. Je suis allé le voir, je lui ai dit, écoutez, faculté de médecine, ils ont ça, on va être les premiers au Canada en éducation à avoir ça. Hein? Ça arrive, ça coûte 75 000, ça ressemble à une auto, c'est livré dans l'amphithéâtre de la faculté d'éducation. Il faut prendre une grue pour le visser au plafond. 100 000 $ plus tard, c'est mis au plafond. Alors qu'aujourd'hui, ça coûte 3 fois rien, c'est beaucoup plus petit. Première fois que j'enseigne, ça, c'est les projecteurs avec 3 ronds de lumière. Hein. Il fallait que tout soit noir dans la salle, on ne voyait rien. Et il y a une demoiselle qui vient me voir à la pause, elle me dit, c'est bien beau, mais je ne peux pas prendre de notes, il fait noir. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne l'ai plus jamais revu dans mon cours après. Hein. C'était pas le temps des carrés rouges pourtant, mais bon, elle a disparu. Donc, mais elle avait raison. Elle s'est posé des questions tout à fait vraies. Hein? Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Là, je vais sauter aux formations à distance. J'enseigne des cours à distance depuis le début des années 90. À la faculté d'éducation où j'étais à l'époque, on enseignait des cours pour les enseignants qui étaient dans le Grand Nord. Donc, la distance, ce n'était pas une option, c'était une obligation. Et quand on parle dans le Grand Nord, on parle d'Arviat, la ouest de la baie d'Hudson. Alors, c'est très, 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 très loin. J'ai fait plusieurs autres innovations. J'ai obligé mes étudiants en 97, j'en ai un ici en plus qui est maintenant au doctorat, mais qui était mon étudiant à l'époque. J'ai obligé l'usage des courriels en 97. Mon doyen à l'époque, il me dit, je ne comprends pas pourquoi, mais je te fais confiance. Premier cours, j'explique ça aux étudiants, ils vont se plaindre, mais finalement, ils étaient avertis, donc ils savaient quoi répondre. J'avais écrit qu'est-ce qu'il fallait qu'ils répondent aux étudiants. L'année d'après, j'ai mis en place un cours obligatoire de formation à distance pour les étudiants. Alors, premier cours obligatoire, parce qu'à l'époque, il y avait des cours optionnels, mais c'est un cours obligatoire pour les futurs enseignants parce que je me suis dit qu'un jour, ce serait important pour eux de faire de la formation à distance. J'ai été chercheur dans le cadre de nombreux projets de recherche. Depuis 1998, on fait aussi des formations à distance en Afrique. Alors, ce qu'on voit au milieu de l'écran, c'est mon collègue Clermont-Gauthier qui était avec moi à l'époque en 1998 au Sénégal, en Afrique. En 2007, on a mis en place le premier doctorat en sciences d'éducation à distance en Afrique, doctorat pour lequel on a déjà 16 diplômés sur 20 étudiants. Alors, j'ai conçu des formations, j'ai enseigné dans le cadre de formation à distance, j'ai fait des recherches et ça fait plus d'1 an que je tente tranquillement de mettre en place un MOOC dans notre université. Ça viendra bientôt, je le souhaite. Peut-être que cette conférence servira de catalyseur à cet engouement. Pourquoi une conférence sur les MOOC? Je me suis posé la question d'abord. Je me dis, pourtant, là, on parle beaucoup des MOOC. L'enseignement universitaire au Canada, est-ce que c'est la catastrophe? Alors, je suis allé voir les statistiques. Vous savez, on est les meilleurs au monde pour l'enseignement universitaire au Canada.
51% des 25 à 64 ans ont un diplôme universitaire ou l'équivalent. On est les meilleurs selon l'OCDE. Hein? Mais je me suis dit quand même, les MOOC, on en parle, tout le monde en parle, et il ne faudrait pas faire comme Google, que ça arrive par hasard dans notre vie sans qu'on se rende compte. Hein? Parce que vous savez, il y a des technologies qui arrivent comme ça, on ne se rend pas compte, et ça occupe une grande place dans notre vie, et ça n'existait même pas avant. Quand je parle à des jeunes, ils ne croient pas que ça n'existait pas avant Google. Je disais non, il y a 15 ans, là, avant que tu naisses, le Google n'existait pas. Hein? Mais pourtant, aujourd'hui, c'est 110 milliards de recherches chaque mois, plus que 3 milliards de recherches chaque jour. Puis à un moment donné, mon garçon il me dit, mais à qui est-ce qu'on posait les questions avant? Hein? À qui posait-on ces questions avant Google? Donc, pourquoi une conférence sur les MOOC? Parce que, même si j'ai une chaire de recherche dans le domaine des technologies, j'ai un problème parfois avec les gens qui sont trop techno-enthousiastes. Hein? Je caricature, mais je parle des fois à certains étudiants conformes, à d'autres collègues des fois, pas ici, ailleurs. Puis des fois, pour certains, j'ai l'impression qu'à les entendre, on s'assoit sur un iPad puis on apprend. Hein? C'est comme ça que ça se passe. C'est pas aussi simple que ça. Avec les MOOC, le discours qu'on voit, c'est la même chose. Hein? Il y en a qui vont nous dire que c'est l'expérience la plus importante qu'il y a jamais eu en pédagogie universitaire. J'étais là, wow! Hein? Rien de moins. Hein? Et là, c'est la ruée vers l'or. Hein? C'est un dessin original d'un de mes anciens étudiants, quand j'étais ailleurs, dans une autre université, qui était un peu délinquant dans les cours, qui dessinait. Depuis, je l'embauche à l'occasion de faire des dessins. Donc, c'est la ruée vers l'or. Hein? Toutes les universités se lancent dans les MOOC. Hein? Et donc, ça, c'est un côté. Et tu as les gens aussi, tu as l'autre pendant, hein? Tu as les technophobes, ceux qui ont peur des MOOC. Hein? Hein? Ceux qui disent, ah non, dans mon université, vous googlerez un peu les universités au Canada, il y en a qui font des rapports de comité d'études, pas de MOOC dans mon université. Hein? Hein? Les MOOC, c'est dangereux, les MOOC ici, les MOOC ça. Alors, moi, je me suis dit, je vais peut-être faire une conférence où je ne pensais pas réunir autant de monde, pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse réfléchir à la chose. Hein? Et je me suis posé une première question. Est-ce que c'est vraiment une révolution dans l'enseignement universitaire ou c'est un simple effet de mode? C'est quoi les MOOC finalement? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on retrouve vraiment? Hein? Moi, l'idée, c'est de vous faire un portrait ni rose ni noir, de réfléchir sur la chose avec vous. Donc, les MOOC, c'est quoi? Massive Open Online Courses en anglais. Évidemment, on est au Québec, on a fait un acronyme francophone pour ça, les CLOM. Hein? Les cours ouverts en ligne et massifs. Moi, j'aime bien le mot massif. Vous savez pourquoi j'aime ça? Parce que les MOOC, c'est vraiment massif. Quand je dis massif, là, on parle de 20 millions d'étudiants sur Terre qui suivent actuellement des MOOC. 20 millions! Pour moi, c'est quand même massif. 20 millions, c'est plus que d'étudiants qu'on a à l'Université de Montréal, si je ne me trompe pas. Hein? C'est beaucoup plus. Ce sont des gens de plus de 200 pays qui suivent des MOOC. C'est massif quand même. Mais là, la prochaine diapo, attachez-vous. Si j'avais dit ça à l'époque, il y a 10 ans, ou peut-être il y a 14 ans avant d'avoir mon poste ici à l'Université de Montréal, on ne me l'aurait pas donné. Hein? Si je vous avais dit qu'un jour, là, il y aurait 300 000 étudiants inscrits à un cours de formation à distance, on m'aurait dit, hey, lui, là, tu sais, hein? Mais c'est le cas des MOOC actuellement. Il y a certains cours, là, certains MOOC, où est-ce qu'il y a eu jusqu'à 300 000 étudiants inscrits. C'est le record. Ce que je vous dis, évidemment, c'est vrai aujourd'hui, ça ne le sera plus demain. Mais c'est le record quand même. C'était le record ce week-end. 300 000 étudiants en même temps. Un cours d'introduction à l'informatique, Introduction to Computer Science. Un cours très sympathique. 300 000 étudiants quand même. Alors, les MOOC, c'est quoi? De ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu lire, c'est un type de formation à distance. Alors, je me suis dit, mais pourquoi tout le monde en parle? Parce que la formation à distance, ça, c'est pas nouveau. Hein? Puis, il y en a plusieurs qui sont spécialisés à la formation à distance, qui sont peut-être ici, qui vont vous dire, écoutez, ça existe depuis 100 et quelques années. Il y a 130 ans aux États-Unis, l'État de New York donnait le droit à un établissement universitaire de donner des diplômes en partie à distance. Donc, la formation à distance avec des diplômes, ça fait 130 ans que ça existe. Fait que c'est pas ça qui est nouveau avec les MOOC. Hein? Puis, je vous dirais qu'au début du 20e siècle, dans les années 1900, il y avait déjà 4 millions d'Américains qui suivaient des cours par correspondance. Alors, c'est pas nouveau la formation à distance. Qu'est-ce qui est nouveau avec les MOOC? Il y a des gens qui vont vous dire, c'est free, hein? C'est gratuit. OK, c'est nouveau. Mais c'est pas nouveau tant que ça. Hein? Avec mon collègue Michel qui est dans la salle, avec ma collègue Colette qui est chez elle, à la retraite, on utilisait déjà les ressources du MIT au début des années 2000, quand on avait des cours de formation à distance en Afrique. Hein? Une initiative qui est toujours existante, OpenCourseWare. Hein? Et donc, en Afrique, quand on faisait des programmes de formation à distance, on utilisait déjà des ressources tout à fait légalement, qui rendaient disponibles tout à fait gratuitement pour
quiconque souhaitait les utiliser. Donc, au-delà des ressources libres, les MOOC, c'est quoi? C'est organisé en forme de cours. Hein? Et je vais faire un saut quantique dans les recherches parce que je ne rentrerai pas dans l'histoire de qui a dit le nom et c'était deux amis qui ont suivi un cours, etc. Je vous dirais que la première initiative de cours en ligne organisée, donc qui dépasse la simple ressource, selon ce qu'on peut lire un peu partout, c'est une initiative irlandaise qui s'appelle ALISON, Advanced Learning Interactive Systems Online. Donc, ça existe toujours. Hein? On regarde, il y a des cours par catégorie, par niveau de diplôme, etc., etc. C'est toujours... Donc, eux, ils ont dépassé les simples ressources. Ils ont mis des cours en ligne. On dit que c'est l'ancêtre, entre guillemets, des MOOC. Quand on regarde, et là, on tombe dans les MOOC directement, copie d'écran à l'appui, hein? Le cours Dino 101, Université Alberta, et un autre cours sur l'intelligence artificielle. C'est quoi un MOOC? Bien, quand on regarde ça, finalement, on se dit « Wow, ça ressemble quand même pas mal à mon plan de cours. Hein? Qu'est-ce qu'on retrouve dessus? Hein? Il y a des quiz, il y a des devoirs, il y a des sondages, il y a des notes de cours, il y a un plan de cours. Hein? Il y a un forum pour qu'on puisse jaser aussi, mais la plupart des cours ont ça. Maintenant, à l'Université de Montréal ou ailleurs aussi. Donc, qu'est-ce qui est si différent avec les MOOC? Hein? Quand on regarde dessus, hein, alors je me suis inscrit à quelques cours pour voir un peu de quoi ça avait l'air. J'ai suivi quelques cours, entre guillemets. Donc, on présente le professeur, mais qui ne se présente pas dans son plan de cours aussi? Avec les MOOC, une petite différence. Hein? Maurice a parlé tantôt de l'Hollywoodien des fois. Bien, des fois, on présente des superstars. Hein? Imaginez-vous suivre un cours de chimie avec un prix Nobel de chimie. Hein? C'est quand même, hein? C'est intéressant. Hein? Donc, les professeurs, on ne prend pas n'importe qui. En Alberta, ils ont un cours de paléontologie des dinosaures. Ils ont pris un titulaire de chaire des dinosaures. On a un titulaire de chaire de recherche au Canada sur les dinosaures et c'est lui qui est responsable du cours. Mais on retrouve le syllabus. Hein? À la semaine 2, on va se préoccuper de qu'est-ce qu'ils mangeaient. À la semaine 3, on va se préoccuper de comment ils se reproduisent, etc., leur habitat et tout et tout. Donc, un syllabus conventionnel. Qu'est-ce qui est un peu différent dans les MOOC? Je dis un peu différent. On retrouve dans beaucoup de MOOC, je dirais, plus que 90%, ce qu'on appelle des vidéo lectures. C'est quoi des vidéo lectures? Tu as un PowerPoint, puis tu as le vidéo du prof qui dit son PowerPoint par-dessus PowerPoint. Hein? Et ceux qui pensent que ça prend beaucoup de ressources pédagogiques et technologiques pour faire ça, c'est pas très compliqué. Là. Tu te filmes avec ton ordinateur, tu peux faire ça très simple. Si tu veux faire ça fancy, là, tu prends une tablette comme ça que tu connectes et tu peux annoter ton PowerPoint comme si tu annotais ton tableau. Donc, on te voit en vidéo et en même temps qu'on te voit en vidéo, tu annotes ton PowerPoint si tu le souhaites ou tu peux simplement t'asseoir et te filmer comme celui-là l'a fait. Il y a quelques variantes des fois. Des fois, on voit une main qui dessine à la main comme ça, comme si on écrivait sur des transparents. Hein? Il y a différentes choses. Mais, grosso modo, ce qu'on voit, là, ce qu'on retrouve partout, c'est ça. Hein? Un PowerPoint avec un prof qui nous parle de comment ça se passe, etc. Donc, au début, moi, j'avais eu comme une idée, j'ai dit, on va être pas nombreux, on va faire une démonstration, on va leur prêter chacun une tablette pour qu'ils essayent. Mais là, la gang que vous êtes, hein, on va laisser faire ça. Mais vous voyez, le vidéo du prof qui parle de ses livres, de ses choses, des articles qu'il a lus, et on a le PowerPoint à côté. Donc, vidéo lecture, on va laisser faire la démonstration. Certains s'inquiètent de ça, des maisons d'édition, ils disent, waouh, bien là, s'il lit tout son livre à l'écran, qui va acheter mon livre après, là? Hein? Donc, il y a des questions qui se posent autour de ça. Il y en a même qui parlent du prochain manuel scolaire. Donc, je continue dans le ventre des MOOC. Hein? On a des quiz, hein? Et on a des quiz, on nous pose des questions, puis c'est des quiz, des choix de réponse. Alors, on a des ressources interactives, dont des liens vers des sites ou des sites qu'on peut aller voir gratuitement ou des choses qu'on peut aller voir gratuitement en ligne. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre aussi? Des notes de cours organisées en semaine, hein? Un peu comme les cours à l'université. Et donc, on a des notes pour la semaine 1, 2, 3. Bien, moi, je pensais que les notes, là, ça allait être en 3 dimensions, graphisme, etc. Mais non. Hein, quand on regarde les notes de cours, là, c'est pas fait à la dactylo, c'est fait à l'ordinateur. Il n'y a rien de flamboyant. On a un glossaire aussi, mais les glossaires dans la formation à distance, ceux qui travaillent là-dedans, il y a des recherches depuis 40 ans qui disent qu'il faut un glossaire quand tu fais des cours de formation à distance. Donc, c'est pas encore nouveau tant que ça. Je me suis dit, les mots, qu'est-ce qui est si nouveau que ça? Ah! Il y a une forme de reconnaissance officielle. Donc, on parle de gratuité et on parle d'une certaine forme de reconnaissance. Et ça, moi, je peux vous dire, comme on dirait en québécois, ça pogne. Hein? Les étudiants, ils apprécient. Tout le monde rêve d'avoir un diplôme d'Harvard, d'MIT, de Stanford, etc. Et là, c'est possible dans son salon l'été, hein, d'aller en ligne et d'obtenir, hein, avec un petit peu de travail ou en étant stratégique, en sachant bien googler des fois par moment, hein, d'obtenir, de réussir au quiz. Hein. Tu n'es pas obligé de faire les lectures, tu es juste obligé de répondre au quiz, hein, dans certains cas. Donc, la diplomation, c'est quelque chose qui est présent dans les MOOC.
Pas la diplomation comme on la connaît, la reconnaissance, une attestation, une nouvelle forme. Et là, vous me dites, est-ce qu'on a le droit de tricher dans les MOOC? Ben, je me suis aussi posé la question, je dis, est-ce que ces 300 000 étudiants vont tricher? Il y a des fois des quiz où est-ce que tu ne peux pas googler la réponse. Hein? Il y a certains cours, comme le cours d'introduction à l'informatique, qui est vraiment intéressant. Le prof te dit au début, il te dit, je pourrais vous parler d'informatique, mais mon but, là, je vais vous montrer c'est quoi l'informatique en vous faisant faire un moteur de recherche comme Google. À la fin du cours, tu sais faire un moteur de recherche, tu passes ton cours. Donc, il fait différentes étapes dans le cours qui t'amènent à maîtriser la programmation en langage Python. Ne vous inquiétez pas, ça ne mord pas. Et très sympathique, très différent. Mais tous les cours, si je reviens, ils te demandent de cliquer pour dire oui, je le veux, un code d'honneur. Ils te disent d'abord, là, tu vas te créer juste un compte. Alors, je me suis dit, mais pourquoi ils font ça? Donc, j'ai posé des questions. Pourquoi ils font ça? Parce que, imaginons ici que moi, je veux bien performer dans mon test. Fait que là, j'ai inscrit ma blonde, puis je m'inscris moi. Fait que là, ma blonde, je vois déjà les quiz à l'avance, puis elle, la poche, pas grave. Hein? Après ça, moi, j'ai déjà vu le quiz, là, je le refais, là, j'ai 100%. Je veux dire, ah, yes! Donc, il te demande de... Hein? Deuxième chose, il te demande de certifier que c'est vraiment toi qui fais ton quiz, c'est pas quelqu'un d'autre. OK, ça va être vraiment moi. Il te demande de ne pas donner des réponses ou de ne pas les prendre des autres. OK. Puis à la fin, il te demande de ne pas aller vers des activités illicites qui pourraient nuire au MOOC, etc. Illicite. Alors, je me suis dit, illicite... Hein? Puis qu'on soit en Alberta ou à Stanford, c'est toujours le même code. Je me dis, illicite, c'est quoi? Est-ce que si je Google, est-ce que c'est illicite? Là, je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je demande à mes étudiants de faire des choses illicites tous les jours comme ça? J'ai dit, oh là là, non. Alors, je me suis dit, si je Google à l'occasion, suis-je là-dedans? Alors, c'est des questions qui demeurent en moi pour l'instant. Donc, hein, en cliquant OK, après ça, on a la bénédiction, on peut faire les MOOC, avoir les certificats, etc. Cours gratuit, j'ai mis un point d'interrogation et ouvert un deuxième point d'interrogation. Écoutez, je ne veux pas être méchant, puis là, je vais recevoir plein de courriels après. J'ai l'impression d'être devant des annonces télé des fois. Vous savez, le soir, quand on est fatigué, puis là, des fois, j'ai des corrections à faire, des choses comme ça. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous. Puis là, il y a des annonces qui passent à la télé, puis là, ils disent « Appelez vite, c'est 3 pour 3,99, vous avez 2 semaines encore, 3 heures, etc. » Hein? Je vous donne un exemple de cours. Je suis là, on me dit « Serais-tu intéressé par la Signature Track? » J'ai dit « C'est quoi ça? » C'est comme la classe à faire du MOOC. J'ai dit, j'étais curieux, je dis « Je vais cliquer. » Je clique, on me dit « Regarde, pour 69 $, on met ton nom sur ton diplôme. » Ben, je dis « Ah ben, tiens, 69 » Et je vais le mettre à la diapo suivante. Pour un temps limité seulement. Prix introductif. Je me dis, mais c'est pas le langage que j'ai l'habitude de voir dans les universités. Imaginez-vous ça, là. Prix introductif pour un temps limité. La classe à faire des MOOC. Hey, hein? C'est pas la seule qui fait ça. Tout le monde a des variantes de cette chose-là. Hein? Pour un coût additionnel, on te donne ça. Hein? Et donc, il y a toute une variante. Donc, t'es gratuit, oups, je suis allé trop vite. T'es gratuit, t'es assis dans la soute à bagages, à l'arrière ou presque, hein? Et tu payes 69, on met ton nom sur le siège. Pour 263, tu peux même avoir des crédits. J'étais là, wow, hein? Tu sais, si je paye plus un peu, qu'est-ce que j'ai, hein? Donc, est-ce qu'on peut devenir super or, super gold, platine, etc.? Hein? Puis les cours ouverts aussi, je fais un petit clin d'œil à des gens qui sont dans la salle. Pour avoir des crédits, il faut passer un examen contrôlé. Ça dépend des endroits. Ça dépend. Mais les MOOC, vous allez voir, il y a des variantes, là, c'est comme ça varie. Là. Puis des fois, il y a des examens contrôlés, tu scannes ta carte d'identité, tu l'envoies, etc. Il y a des façons, en tout cas, vous allez voir, là, il y a plein de forums qui vous disent comment faire pour passer à traverser, c'est même pas compliqué. Mais bon, on revient là-dessus. Donc, les cours ouverts, je mets un point d'interrogation. Pourquoi ouverts? Parce que quand je regarde les ressources éducatives ouvertes en général, ça veut dire quoi? Là? Ça veut dire qu'il n'y a pas de droit intellectuel. Et dans beaucoup de MOOC, quand on y voit, on te parle des droits intellectuels de leurs ressources. Je dis, attends une minute, là. J'ai mal compris. Alors, je suis retourné voir la définition de cours ouvert. Je suis retourné voir ce qu'on retrouve dans beaucoup de sites. Et on n'est pas vraiment dans l'ouverture tant que ça. On t'interdit d'enregistrer, de copier, de ci, de ça. Je me dis, ouh, c'est pas si ouvert que ça, des fois. Il y en a qui le sont beaucoup plus que d'autres. Et ça varie beaucoup. Il y a des... Je dirais, il y a actuellement sur Coursera, on dépasse 500 cours. Il y a énormément de variété dans les cours. Alors, il faut aller voir. Il y a toujours des différences. Mais ce que je vous dis quand même, c'est que ce n'est pas toujours ouvert. Et vous avez vu, copie d'écran à l'appui, ce n'est pas toujours gratuit. Les principaux joueurs, c'est quoi? Bien, il y a 3 grandes entreprises hein, qui ont le grand monopole des MOOC. Ce n'est pas les seuls. On en a une au Québec maintenant qui est partie avec HEC, mais ce sont 3 grandes entreprises qui ont le monopole des MOOC et les universités francophones sont là-dedans. Hein, l'École polytechnique de Lausanne, l'École polytechnique à Paris, l'Université de Genève, beaucoup d'universités francophones. Sur Coursera, par exemple, on retrouve actuellement une douzaine de cours en français. Et donc, 3 grands joueurs. Hein. Faire partie de l'équipe, est-ce que c'est impossible? Non, non, c'est possible.
C'est pas si simple, c'est cher parfois, mais c'est possible. C'est complexe, vous dire les coûts exactement, il n'y a pas de formule exacte, c'est des négociations, etc. Mais de ce qu'on peut lire à gauche et à droite, par exemple, pour être sur edX, il faut avancer 250 000 $ pour un cours. Et chaque fois que le cours se donne, c'est 50 000 $ qu'on paye. Alors, il faut que ce soit rentable pour ton université de faire le mot. Il faut que tu y penses à 2 reprises. Est-ce que tu investis ça dans ça et de l'autre côté, tu coupes dans d'autres services à l'université? Il faut y penser. Donc, ce sont des coûts importants pour les universités. Coursera, c'est le plus grand joueur. 17 millions d'étudiants inscrits à des MOOC, 80 partenaires universitaires. Il y en a plein qui vont dire c'est à but non lucratif, Thierry. Bien, il y a peu d'entreprises à but non lucratif qui sont citées dans le magazine Forbes. Vous savez, Forbes, là, c'est quoi? C'est les 400 plus riches aux États-Unis. Hein? Ils sont reconnus pour leur revue comme ça. Donc, Coursera est cité dans Forbes. Donc, il faut se poser des questions. Hein? edX, selon moi, c'est quand même le plus à but non lucratif. Mais encore une fois, une ligue select, ce n'est pas tout le monde qui en fait partie. Et comme je l'ai dit, il y a quand même des coûts associés à ça. Donc, les informations qu'on a trouvées là-dessus, c'est 250 000 pour un cours et 50 000 chaque fois qu'il est donné. Ce n'est pas gratuit. Et ceux qui vont me dire qu'Udacity, non, c'est pas pour profit, c'est une compagnie éducative. Oui, c'est une compagnie éducative, mais si vous allez voir, c'est marqué « for profit ». C'est pas parce qu'on met le nom éducation qu'on est, que c'est tous des bénévoles. Non, c'est « for profit ». Alors, 3 grands joueurs qui se partagent le marché avec d'autres initiatives, comme celle des HEC, par exemple, et d'autres qui s'en viennent, on en reparlera après. Donc, j'ai terminé ma parenthèse sur la gratuité pour démystifier un peu la chose. Comment enseigner à des milliers de personnes? Je vous dirais que c'est pas simple. Hein? Et je vais vous raconter une anecdote vraie. À l'université de Duke, un cours en bioélectricité. Et là, ce sont des chiffres de gens qui les ont rendus disponibles. Imaginez-vous tous ceux qui ne partagent pas leur taux de réussite. Hein? 12 725 inscrits, 313 réussis à l'examen final. Et réussis, on peut réussir de diverses façons peut-être. Bien, ça fait quoi? 2,45 de réussite. Hein? Qu'est-ce qui arrive les autres qui n'ont même pas divulgué leur taux? Alors, les MOOC, là, ceux qui me disent, oui, attends une seconde, mais est-ce que le taux de réussite, c'est la seule façon d'évaluer les MOOC? Je ne le sais pas. Hein? C'est des questions qui se posent et qui sont importantes à se poser. Mais ce qui est clair pour l'instant, c'est que parmi ceux qui divulguent leurs chiffres, on n'a pas des hauts taux de réussite. Et investir beaucoup pour que moins de 3 % réussissent, je me dis, attends une minute, là, on peut y penser un petit peu. Comment fait-on pour enseigner à 300 000 personnes? Il y en a qui vont dire, là, ils vont apprendre entre eux en parlant. Ah, ouais, j'ai dit, OK. Est-ce que c'est possible? Ben, dans tous les cours, là, on te dit l'interaction est importante, ça te permet d'apprendre, etc., etc. Et les recherches nous montrent, par contre, que les étudiants communiquent peu entre eux. Et les quelques rares recherches là-dessus vont nous dire que, quand ils ont accès aux données, évidemment, ce n'est pas toujours simple, c'est moins de 5 % des étudiants qui vont communiquer entre eux. Donc, d'une part, on dit qu'ils sont efficaces parce qu'ils permettent les interactions, mais si les étudiants ils n'interagissent pas, moi je pense qu'il y a d'autres questions à se poser autour de ça. Comment ils apprennent alors? Hein? Puis comment on fait pour évaluer les travaux de 300 000 personnes? Hein? Comment on fait pour évaluer ça? Wow! Ben, ça se passe en informatique. Hein? Et même si tu as l'impression que c'est quelqu'un à l'écran avec une main qui corrige ton travail, non. C'est tout programmé d'avance. Hein? Ça, c'est le cours d'introduction à l'informatique de l'université, où il y a eu 300 000 participants. Quand on se trompe à une question, est-ce qu'on a le droit à une explication? Ben, dans beaucoup de MOOC, même pas. On dit juste que tu as une erreur, point. J'ai des collègues à l'Université de Montréal, à la faculté de médecine, qui travaillent sur différentes façons d'évaluer en ligne. Ben, ces collègues-là, ils ont développé des méthodes bien plus innovantes que ça. Hein, tu as des cas cliniques problèmes, tu as une explication quand tu réponds mal, tu apprends quelque chose de ta mauvaise réponse. Ça, dans les MOOC, là, c'est bien ou mal. Hein? Est-ce que c'est possible de poser des questions à son prof? Hein? Est-ce que c'est possible de poser des questions à son prof? Pas évident. Mais en même temps, on ne peut pas blâmer. 300 000 étudiants, 5 000, 3 000. Comment est-ce possible? Il y a une étude qui a été faite que j'ai trouvée particulièrement intéressante. 83 MOOCeux, des profs qui font des MOOC, hein? Ils ont dit qu'ils, et j'ai mis le « il » en italique parce que c'était nuancé. Un message est envoyé de leur part sur le forum par semaine. Là, je dis, attends une minute. Ils enseignent à des milliers de personnes et un message, on le suppose 2, mais est envoyé une fois par semaine. Est-ce que la pédagogie des MOOC, ça se résume à un courriel par semaine?
Wow! Hein? C'est le bonheur. Donc, c'est des questions qui se posent. Là, je vais vous parler de quelque chose qui va m'avoir encore plein de courriels, hein, parce que les gens ne sont pas d'accord. Les types de MOOC. Il y a les bons et les méchants MOOC. Il n'y a pas de secret. Hein, il y a les MOOC dits connectivistes. Et là, derrière ça, tout le monde est bon. Hein? Puis il y a les MOOC traditionnels, c'est les méchants MOOC. Hein? Et là, je me dis, entre réalité et fiction. Hein? Et l'idée, c'est pas que c'est mauvais, le connectivisme, absolument pas. Mais le glissement entre connectivisme et MOOC, là, moi, je l'ai trouvé de tout ce que j'ai pu revoir là-dessus. Là, ouf! Hein? On dit qu'on a un engagement personnel, on veut apprendre, on a la volonté d'échanger, puis on ne veut pas de diplôme, on veut juste être là pour apprendre, etc. Wow! Hein? Donc, l'idée est intéressante, mais comment on fait pour amener les étudiants à échanger entre eux, puis échanger entre eux à propos du cours aussi, pas échanger de plein de choses. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de recherches qui montrent que c'est le chaos dans les forums de discussion. On parle de tout et n'importe quoi. Hein? Notre expérience en formation des maîtres ici, là, c'est quoi? Hein? On veut amener les étudiants à faire des choses sur les forums. Il faut donner des points. Ils ont des points, ils font des réflexions. Ils n'ont pas de points, ils ne font pas de réflexion. Hein? Mais des points, ils vont être sur les forums, enlève les points, ils y sont. Puis tu dis, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Il est où le problème? Mais c'est des questions à se poser encore. Hein? Donc, qu'est-ce qu'en disent les recherches? Et ça va m'amener encore d'autres courriels peut-être. Hein? Qu'est-ce que disent les recherches sur les MOOC? Alors, il y a les recherches, entre guillemets, qui citent les impacts négatifs. Il y a des recherches qui citent les impacts positifs. Et là, j'ai dit, ça me prendrait une expression punch pour parler de ça. Puis comme on est au Québec, hein, j'ai dit, je vais prendre la littérature scientifique ostentatoire. Hein? Ostentatoire, c'est quoi? Alors, si on regarde sur le dictionnaire Larousse en ligne, qui est accessible gratuitement, affectation qu'on apporte à faire quelque chose, étalage indiscret d'un avantage ou d'une qualité, attitude de quelqu'un qui cherche à se faire remarquer. Bien, la littérature sur les MOOC, là, elle est hyper positive. C'est la 7e merveille, c'est la panacée. Il n'y a pas beaucoup de littérature et elle est peu critique. Et la littérature qui est critique, elle est beaucoup plus discrète. Alors, c'est une constante qu'on a remarquée dans l'analyse qu'on a faite. Et plein de gens vont dire c'est de l'innovation. Est-ce que vous avez vraiment regardé l'intérieur des PowerPoint avec un vidéo par-dessus, là? Imaginez votre prof à l'université, là. Il n'est pas super bon orateur, il est un peu plate. Imaginez le voir en vidéo, en tout petit comme ça. Ouh! Pas facile pour les étudiants, hein? Certains vont même dire qu'on n'enseigne pas avec les MOOC. Bien, écoutez, l'étude de Kolowitz là, qui dit que c'est un message par semaine. Moi, je dis, écoutez, changeons ma charge de cours. Je ne veux plus de séminaire de doctorat où j'ai des vrais travaux à lire avec des vrais étudiants. Je vais enseigner dans les MOOC un message par semaine. Écoute, moi, je te fais ça en 5 minutes le lundi matin, c'est fini après. Hein? Donc, cette recension m'a amené à vous faire part de quelque chose. Hein? 12 fonctions des MOOC. Et les fonctions, là, vous n'allez pas trouver ça dans aucun autre article. C'est moi là, qui ai patenté tout ça. J'ai décidé qu'avec tout ce que j'avais lu, je vais faire une synthèse et tenter, réfléchir. Mais là, on en discutera après. Peut-être que dans 3 mois, on va se reparler. Je serai rendu à 9 ou à 14. Je ne sais pas. Mais disons que quand j'ai fini de préparer tout ça, j'étais à 12. La première fonction, il n'y a pas de secret, c'est du marketing. Écoutez, il y en a qui annoncent des MOOC, là, ils n'en ont même pas fait encore. Il y en a juste qui vont en faire, on parle d'eux de tout partout. Ils n'en ont pas fait, ils font juste dire on va en faire. Et là, dans les journaux, etc., on parle des MOOC, je dis waouh! On peut appeler ça un impact ou une fonction. Hein? Ce n'est pas nécessairement négatif. On a besoin d'étudiants dans les universités. Ce n'est pas négatif de faire du marketing. Ce n'est pas méchant nécessairement. Mais il y a une fonction de marketing. La deuxième fonction, je vous dirais, c'est philanthropie. C'est la vérité. C'est vrai aussi qu'il y en a qui font ça. Moi, je me rappelle, je veux dire, en 2002, on avait des programmes à distance avec l'Afrique. On allait prendre les ressources du MIT. Au début, j'étais sceptique. Est-ce qu'on a vraiment le droit de prendre ça? C'était marqué sur l'article, vous avez vraiment le droit de prendre ça. Alors, wow! Et il fallait juste les citer. Et donc, on a envoyé les étudiants sur leurs ressources. Donc, la philanthropie, c'est une autre fonction des MOOC. Il y a une fonction, il ne faut pas se le cacher, c'est le recrutement. Tous ceux qui font ça, ce n'est pas pour rien. Hein? Et je dirais que c'est un recrutement qui est parfois agressif. Hein? Mais là, il faut faire attention. Et là, c'est peut-être une mise en garde. Alors, il y en a qui vont dire, on va mettre des MOOC, on va recruter plus d'étudiants. Ah, c'est pas aussi simple que ça. Le recrutement, il doit être lié à une offre de service en formation à distance. Parce que les gens qui voient les MOOC, ils ne vont pas venir nécessairement sur place, à Montréal ou ailleurs, pour venir s'inscrire. Ils seraient intéressés à s'inscrire dans vos programmes, mais à distance. Donc, si vous n'avez pas d'offre de service à distance, pensez-y avant de vous lancer dans les MOOC, ça ne va servir à rien. Vous allez recruter des étudiants qui vont être déçus en disant, vous n'avez pas de cours à distance finalement. Ben non. OK, alors je vais juste prendre votre cours gratuit, puis je vais aller ailleurs après.
Ils ne vous le diront pas partout, mais ça sert aussi pour les grandes universités américaines à recruter les meilleurs. Hein? Alors, comment on fait ça? Puis il y a plein d'histoires. Hein? Bien, tous ces quiz et tous ces tests en ligne, s'ils voient quelqu'un, là, vous savez, le cours a 300 000 étudiants, s'il y en a 100 là, qui ont eu 100 dans tous leurs tests, ils vont dire, êtes-vous des vrais étudiants? Première question qu'ils se posent. Ils vont les rencontrer, ils vont leur parler, hein? Et éventuellement, ces meilleurs-là, on va leur donner des bourses. Et là, on va dire, on va aider les autres pays parce qu'on a donné des bourses à des étudiants de plein de pays. Mais donc, recrutement des meilleurs, ça doit être lié à une offre de bourse aussi. C'est intéressant les MOOC parce que ça peut permettre de tester des méthodes pédagogiques. Hein? On peut tester des choses. Imaginez-vous, on a une clientèle captive de plusieurs milliers d'étudiants. Et on peut tester la popularité de certains cursus. Est-ce que tel ou tel programme, ça pourrait... on fait un MOOC, ça le popularise, et là, on a des étudiants après. Donc, tester la popularité de certains cursus. On apprend avec les MOOC. Écoutez, dans le cours de Introduction to Computer Science, là, au début, j'étais sceptique un peu. Je dis, est-ce que je vais réussir à faire un moteur de recherche? Et oui, j'ai réussi. Hein? Mais donc, on peut apprendre, on peut développer des compétences. C'est un côté très positif des MOOC. Il y en a plein qui vont dire, les MOOC, là, puis il y a eu plusieurs articles là-dessus, ça va être la fin des formations à distance. Mais moi, je vous dis tout à fait le contraire. Moi, je pense que les MOOC, ça va rendre les formations à distance encore plus populaires. Hein? Puis il n'y a pas de secret, les formations à distance, des fois, elles ont mauvaise prestance. Hein? Ah, c'est à distance, etc. Avec les MOOC, là, les MOOC, on garderont peut-être la mauvaise prestance, mais les formations à distance, moi, je pense qu'elles vont être revalorisées. Et il y a beaucoup plus de gens qui seront prêts pour les formations à distance. Et l'idée de démocratiser l'enseignement universitaire. Hein? Avant les MOOC, là, il y a des milliers de personnes sur Terre qui auraient pu rêver d'avoir une attestation des grandes universités, mais qui, dans leur vie, se disaient ce ne sera jamais possible. Ben, j'ai ma mère comme exemple. Elle dit, quand j'étais jeune, je voulais aller à Princeton. Mais là, maintenant, je me suis inscrit à un cours. Je dis, ah oui? Elle dit, je ne fais pas tous les travaux, mais je t'inscris. Donc, donc, l'idée de démocratisation de l'enseignement universitaire, le rêve de bien des gens. Elle est à la retraite maintenant, donc elle a du temps. Et il y a même de vraies histoires aussi intéressantes. Hein? Un petit garçon à Oulan-Bator, la capitale de Mongolie, qui, ça a été dans le New York Times il y a 2 ou 3 semaines, il a fait des quiz en ligne, il y a eu 100 tout partout. Ils sont allés voir, est-ce que tu es un vrai ou c'est un faux? C'est un vrai. On va donner des bourses. Hein? Mais là, écoutez, je vais me faire mon méchant là-dessus. On en parle comme si c'était le bonheur. Vous savez, ceux qui sont de Montréal, c'est une ville de hockey quand même. Hein? Imaginez-vous, là, on a les Penguins de Pittsburgh, ils prennent notre meilleur joueur, ils s'en vont avec, ils disent, on vous a aidé. Attends une minute, là, wow. C'est pas comme ça que ça marche. Bien là, ils ont pris leur meilleur, peut-être, ils l'emmènent chez eux, ils disent, on aide comme ça le monde. Lui, il est content, c'est certain, il y a quand même des questions à se poser. Hein? Parce que peut-être que leur université là-bas, ils auraient été contents de l'avoir aussi. Donc, c'est pas blanc ni noir, c'est pas rose ni noir, c'est plus compliqué que ça. Et arrivera le temps très rapidement, la crédibilité des MOOC. Il y en a qui vont dire, ton diplôme, là, c'est-tu un MOOC ou c'est un vrai? Hein? On va se poser la question. Un impact positif. Les gens qui vont dans les MOOC, ils vont être meilleurs dans les formations à distance, meilleurs pour chatter, meilleurs pour googler, meilleurs pour faire des quiz en ligne, meilleurs pour faire plein de choses, plein de compétences qu'on va apprendre dites du 21e siècle. Hein? Donc, des compétences qui vont leur servir dans plein d'autres domaines de vie. Et, histoire vraie quand même, j'ai eu plusieurs projets de recherche en Afrique sur les technologies et j'ai des anciens étudiants, des anciens collaborateurs de projets de recherche qui ont suivi certains MOOC et qui m'ont dit que ça a amélioré leur situation professionnelle. Pourquoi? Parce que à diplôme égal, lui avait un MOOC, l'autre n'en avait pas, puis lui avait un MOOC de Stanford. Ils ont dit, ils ont pris lui. Hein? Donc, ça peut aussi améliorer. Donc, les MOOC, c'est quoi? En conclusion, c'est ni rose ni noir. C'est ce qu'il faut comprendre de mon bref survol. Et ce ne sont pas les technologies qui auront un impact sur l'apprentissage. Moi, je pense que c'est plutôt les usages réfléchis que l'on en fait. J'ai quand même révélé dans ce bref survol qu'il y avait une littérature scientifique qui était très ostentatoire, très pro-MOOC. Je pense qu'il est important de continuer à faire des recherches là-dessus, comme plusieurs peut-être parmi vous en font déjà, pour tenter d'avoir une littérature qui soit peut-être plus nuancée, plus réfléchie, peut-être même rétablir un juste équilibre. Dans notre société de l'information, je pense aussi que les universités francophones, elles n'ont pas le choix.
Il y a eu certains rapports de certaines universités qui se sont prononcés contre les MOOC. Moi, je pense qu'il faut tenter l'expérience, la tenter de façon réfléchie. Et je vais faire une petite annonce aujourd'hui. Nous sommes un grand centre de recherche, le CRIFPE, un des meilleurs centres de recherche en sciences de l'éducation au Canada. Et notre centre va mettre en place un MOOC, mais pas un MOOC de l'Université de Montréal, un MOOC interuniversitaire, francophone, sur la recherche en sciences de l'éducation. Et nous irons, si cela peut fonctionner, sur la nouvelle plateforme qui aura été mise en place par Harvard, MIT avec Google, MOOC.org. Alors, je vous invite à aller voir ça aussi. Quelque chose qui sera plus accessible, dit-on, aux joueurs peut-être qui sont un peu moins fortunés que les très, très, très grandes universités. Ce que je vous ai présenté comme propos aujourd'hui, ce sera disponible dans quelques minutes. C'est dans un texte qui sera disponible dans la Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire. Donc, il y a un texte écrit qui résume l'essentiel de mes propos. Alors, je vous invite à aller voir la revue, le site de la revue et à lire éventuellement le texte si ça vous tente de lire. Et là, je fais mon MOOC aussi, je fais une publicité également, parce que vous êtes tous ça, alors j'en profite. Puis il y a beaucoup de gens en ligne aussi. Je vous invite aussi à participer au 2e colloque international qu'on aura sur les technologies en éducation, les 1er et 2 mai 2014 à Montréal. Alors, c'est une édition qui revient tous les 2 ans. Donc, je vous invite à venir peut-être faire des communications sur les MOOC, sur vos recherches, sur vos expériences. Je vous remercie de votre temps et on a une dizaine de minutes pour les questions. À -5, on doit libérer la salle parce qu'il y a un vrai cours ici après, pas un cours MOOC, un vrai de vrai avec un vrai prof en présentiel. Merci à toutes et à tous.